Bien, eh bien, nous allons reprendre. André Markovitch a terminé son allocution, son improvisation en parlant de construire une maison pour accueillir les textes que l'on veut vraiment traduire et encourager les jeunes traducteurs à traduire tous les jours, comme un danseur à sa barre travaille son corps tous les jours. Quel espace de diffusion et de promotion pour la traduction des œuvres de langue rare est le titre de cette journée. On reviendra sur la notion de langue rare, mais tout de suite, je voudrais rebondir sur cette proposition de construire une maison et parler de deux initiatives qui seront donc ici représentées par les trois personnes qui sont à mes côtés. Deux initiatives qui ont en commun d'en être à leur numéro 3, c'est-à-dire d'avoir à peu près le même âge, même si elles s'appuient sur des expériences et des parcours différents, et qui explorent des territoires littéraires de la marge ou excentrés, en tout cas des territoires qui sont à la périphérie de l'attention, on pourrait dire, de l'attention portée par l'économie du livre. Tout d'abord, je vais commencer par parler de la revue Café, qui est donc ici représentée par Clara Nizzoli, qui est sa directrice éditoriale, c'est comme ça que j'ai lu sur le numéro 3, et par Faustine Imberviard, qui, elle, est venue rejoindre cette équipe. Alors, Clara Nizzoli, vous traduisez du grec moderne. Ouais. Et on vient de dire qu'on se tutoierait parce que je tutoie les deux autres. Alors, je suis désolé, il faut que je m'y fasse. Mais voilà, tu traduis du grec moderne. Tu as cofondé la revue Café avec d'autres, notamment avec Florian Targa. Et donc, cette revue est partie de l'initiative de plusieurs étudiants qui se sont rencontrés dans le cadre de l'INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales. Voilà. Faustine Imberviard, tu traduis du tamoul et tu es une traductrice qui a été force de proposition de beaucoup de choses, qui participe à nombre de programmes qui intéressent Atlas, et notamment tu viens d'animer un atelier de traduction aux Assises d'Arles cette année. Voilà, dans le micro, ça permettra aux internautes aussi de t'entendre. Voilà. Donc, cette revue qui se décrit comme la maison partagée des traducteurs et traductrices de langue minorée. Donc là, un des termes qu'on peut avantageusement employer peut-être à la place de langue rare, puisque le problème avec le chinois langue rare vient d'être soulevé. Et enfin, Anna Rizzello, directrice de l'association Rhizome, à Douarnenez, qui organise un festival littéraire. Et tu gardes cependant un lien avec les éditions La Contralée, maison d'édition lilloise, à laquelle tu as apporté ton énergie ces dernières années, et avec Benoît Véry et Marielle Leroy, qui, notamment autour d'un festival qui s'appelle D'un pays l'autre, et qui est un festival littéraire autour de la traduction. Et puis, en lien avec La Contralée, il y a cette collection que tu diriges qui s'appelle Contrebande, encore contre, qui est une collection dédiée aux traducteurs, enfin une place pour accueillir des paroles de traducteurs sur leur métier, des carnets de traducteurs, des écrits qui se construisent au fil de la pratique. Voilà, le 3e volume de la collection vient de paraître. Après Corinna Gepner, Traduire ou perdre pied, dont il a été question en tout début de matinée. Et puis après Diane Meur, Entre les rives, cette fois, vous avez donné la parole à Noémie Grunenwald, je ne sais pas, Grunenwald. Bon. Sur les bouts de la langue, et le titre de son ouvrage. Voilà. Je précise que tu as toi-même traduit plusieurs titres de l'italien, notamment Roberto Scarpinato, auteur du Dernier des juges. Enfin, ça, c'était un entretien que vous aviez eu tous les deux. Voilà. Donc, 3 volumes, 3 carnets de bord de traductrices, des tentatives de mettre des mots sur une activité. Et 3 numéros également pour la revue Café. Le numéro 1 intitulé Futur, au pluriel. Le numéro 2, Silence. Et le numéro 3, Naufrage. On peut y lire une certaine dynamique
Mais peut-être numéro 4, Renaissance, je ne sais pas. Numéro 4, c'est double. Ah, voilà. C'est plus neutre. Très bien. Est-ce que, Clara, tu peux nous parler de la genèse de cette revue? Comment ça s'est construit? Comment c'est parti? Alors, il y a eu 2 temps, si je me souviens bien. Le premier, c'était que c'était quand même l'initiative de Florian Targa, qui est traducteur de l'arabe, qui voulait faire une revue, qui était étudiant à l'INALCO, mais on ne se connaissait pas, qui avait lancé un appel à texte auquel j'ai répondu en croyant que la revue existait. Mais en fait, c'était un projet très embryonnaire. Et donc, on était 3, avec Florian et Clément Dupuis qui traduit du japonais. Et on traînait un peu ce projet. Et en fait, ça aboutissait pas du tout. Et puis, moi, j'étais en master de traduction littéraire avec plein de personnes qui traduisent de plein de langues différentes et donc des langues qui sont plutôt difficiles à publier, qui sont peu diffusées, qui sont minorées, donc pour en reparler. Et donc, on avait tous en commun d'avoir envie de faire un métier où on ne savait pas trop vers où aller et on sentait que ça allait être compliqué. Et donc, on a fini par se regrouper avec, donc avec Florian et Clément qui étaient là dès le début, et puis d'autres personnes qui traduisaient d'autres langues. Et on a fait un premier numéro, mais vraiment sans savoir ce qu'on faisait du tout, quoi. Et en fait, quand le numéro est arrivé, on a vu qu'on avait fait ça, et en fait, on a vu qu'on pouvait le diffuser et que c'était vraiment quelque chose qui existait, dans lequel on pouvait évoluer. Donc voilà, mais donc ça a vraiment commencé par la nécessité d'aller quelque part avec nos envies et nos compétences et de se regrouper, et puis un peu de hasard et d'audace, je sais pas. Alors, j'ai ici, je crois, dans mon sac, l'exemplaire du numéro 3, qu'il faudrait que je retrouve. Mais en tout cas, je trouve que la facture est vraiment très professionnelle et très belle, enfin la maquette. Et est-ce que c'était déjà le cas au numéro 1 ou est-ce que c'est une professionnalisation qui est venue petit à petit? Alors moi, je trouve que chaque numéro est de plus en plus beau et de plus en plus complet. Mais le numéro 1 était déjà, c'est le même graphiste. On a travaillé avec le même graphiste et Clément Buet, qui est un très bon graphiste et qui était super emballé par le projet, et donc qui voulait bien travailler avec nous en n'étant pas extrêmement bien payé, il faut le dire. Parce que c'était un peu la seule possibilité pour avoir un graphiste professionnel. Il fallait que ce soit un graphiste qui a envie de s'engager complètement dans un projet aussi. Voilà, après, il y a des choses qui ont évolué, mais comme le travail, quand même, ce travail-là, on le doit au graphiste qui était, lui, déjà extrêmement professionnel quand on a commencé. C'était déjà pas mal, premier numéro. Il y a aussi la difficulté que vous accueillez pour chaque texte traduit un petit extrait, le début dans la langue originale, donc des polices de caractère extrêmement différentes. Je suis sur la page de présentation et de la traduction du tamoul par Faustine. Donc là, vous voyez, il y a une police de caractère tamoul et il y a ça, évidemment, pour toutes les langues qui sont traduites là, du chinois, de l'arabe, etc., etc. Donc ça suppose en fabrication une certaine complexité et un professionnalisme qui saute aux yeux, parce que ce n'est pas du tout évident. Oui, je crois que là, les talents du graphiste ont aussi été très techniques, parce qu'il a fallu qu'il trouve parmi les différentes polices de caractère tamoul qui existent, celle qui allait le mieux passer, parce qu'il y a des tas de complications, évidemment, quand on est sur des polices rares, elles sont aussi mal interprétées par les systèmes informatiques. Ça va très loin, ces difficultés des langues rares. Donc, tout un travail de relecture, j'imagine aussi, et qui implique la compétence de chacun. Tu parlais d'une collection de compétences qui se sont agrégées. Combien de temps il faut pour faire une pareille revue? Alors,
Pour l'instant, on fait un numéro par an parce qu'il faut à peu près un an entre le moment où on cherche les textes, on lance un appel à texte ouvert, mais aussi entre nous. Donc, on cherche un texte qui correspond à un thème, parce que du coup, donc les numéros sont thématiques et l'idée, c'est de rassembler des textes de différents horizons sur ce même thème. Donc, on cherche un texte qui correspond plus ou moins, parce que finalement, on se rend compte dans les numéros que on s'y raccroche pour avoir une cohérence, mais c'est pas très rigide. Et ensuite le traduire, le proposer à l'ensemble, enfin au comité de lecture de la revue, qui doit donc lire tous les textes, débattre et accepter certains textes, donc ça prend un certain temps. Et une fois que les textes sont sélectionnés, on commence à relire entre nous, et donc là on se répartit avec toutes les personnes qui traduisent et qui participent à la revue, donc même certains membres qui soit n'ont pas proposé de texte, soit leur texte n'a pas été retenu, mais ils sont intégrés dans la revue, qui participent, voilà. Et donc, on est une vingtaine de personnes maintenant à se partager les textes et à relire. Donc, il y a en général 2 personnes qui relisent un texte. Quand on a des langues comme l'arabe ou le japonais, où il y a plusieurs locuteurs dans la revue, donc ça permet de relire aussi en bilingue. Quand on n'a pas, parfois on fait confiance, parfois quand il y a des doutes, on va chercher d'autres personnes, voilà. Mais en tout cas, il y a un gros travail de relecture qui est fait, qui a été énormément compromis sur le 2e numéro par la distance du confinement. Et là, sur le 3e numéro, on a eu, donc il y a plein de gens qui nous avaient rejoints et qu'on n'avait pas rencontrés. Donc par exemple, Faustine, on ne se connaissait pas avant le mois de mai, juin. J'ai rencontré pendant les assises d'Arles avec Florian sur un atelier en numérique. Donc, ça n'a pas été complètement vain de maintenir les assises 2020. Du tout. Très bien. C'était génial. Non, et donc, du coup, on a réussi à faire une espèce de mini-résidence où quasiment tout le monde a pu venir. Et là, pendant 4 jours, on a travaillé et on a parlé du projet éditorial, tout ça, mais on a pu bosser sur les textes aussi. Et donc, chaque personne a pu relire avec son relecteur, sa relectrice attitrée et avancer sur le texte. Et voilà. Et donc, et ensuite, on termine sur la mise en page, l'impression. Et voilà. Enfin. Mais pendant cette mini-résidence, on a aussi fait beaucoup de culturel. Et là, on retrouve tout à fait ce que disait M. Markovitch, où on a tous énormément parlé des cultures de nos langues. Et on a cuisiné dans nos langues, on a chanté, on s'est beaucoup imprégné. Et alors, Florian Targa me disait que vous recevez aujourd'hui nettement plus de contributions que celles qui sont publiées effectivement. Donc, il y a un travail de sélection qui est fait. Il y a un travail de sélection qui a de ça pour le numéro 3, je pense. Qui a été amorcé au numéro 2. Donc, premier numéro, on était là, on avait nos textes et on les a traduits, on les a relus, on les a publiés. Enfin, nos textes traduits. Et ensuite, 2e numéro, on fait un appel à contribution. Et donc, il y a plus de contributions qui arrivent. De gens qui ne font pas partie de l'INALCO forcément, de gens qui arrivent d'ailleurs. Et donc, on monte un comité de lecture. Et donc, c'est un grand chantier, ce comité de lecture. À chaque numéro, il évolue. On essaie de changer les modalités, comment on vote et comment. Est-ce que les gens qui font partie du comité de lecture peuvent proposer un texte? Oui, comment? Il y a plein de trucs. Et donc, oui. Et donc, maintenant, on reçoit des propositions de gens qui arrivent de plein d'autres horizons. Est-ce que la gouvernance de cette revue est aussi un chantier, quelque chose que tu disais que ça évolue et qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement qui s'invente entre démocratie et exigence artistique? Je mets le doigt sur un point qui fait rire, alors peut-être qu'il y a là un sujet. Oui, non, il y a un bal. On est, c'est toute la magie et toute la difficulté de travailler en collectif et d'essayer d'avoir un mode de gestion qui soit complètement horizontal. Et tout ça avec la distance, parce qu'on habite tous et toutes dans des villes différentes. Et donc, et puis on est de plus en plus nombreux, et donc à chaque numéro, il y a des choses qui doivent s'inventer. Et on dit bon bah voilà, on faisait comme ça, mais maintenant on peut plus faire comme ça parce qu'il y a des gens qui donc on n'a qu'à faire ça. Ok, super. Bah, la dernière AG qu'on a faite, on a passé
4 heures à discuter de problèmes d'organisation pour voter à la fin, pour qu'à la fin, on dise « mais non, mais on ne peut pas voter ça. Ah ben, on annule le vote. » Donc, la conclusion, c'était qu'on avait, on n'avait rien décidé à la fin de 4 heures. Par exemple, est-ce qu'il y a un rédacteur en chef? Je crois qu'on a dû passer 2 heures sur le sujet et on a en bloc rejeté toute idée de rédacteur en chef. D'accord, donc c'est une horizontalité qui se maintient. C'est d'ailleurs, ça me fait penser, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que j'étais directrice de publication. C'est écrit, mais c'est pas vraiment. Enfin, à chaque numéro, on essaie de changer. Et c'est légal, vraiment, hein, il en faut. Voilà, c'est plus pour le statut que voilà. Mais dans les faits, on est à certains moments certains plus que d'autres, mais on est tous et toutes un peu responsable de cette revue. Il me semble que le directeur de la publication, c'est celui ou celle qui va en prison quand il y a un problème, c'est ça? C'est ça, et comme moi, j'ai pas trop d'engagement dans ma vie, je peux me permettre d'aller en prison aussi. D'accord. Bon. Et alors, l'INALCO a été un bon laboratoire parce que c'est peut-être un endroit où vous avez l'habitude de parler ensemble de la traduction à partir d'écrivains de langue que vous ne maîtrisez pas forcément, puisque vous avez un tronc commun avec enfin, vous êtes au contact de langues que vous ne maîtrisez pas, si je comprends bien. Oui. Bah, moi, quand j'étais à l'INALCO en master, et dont Marie Vrina, qui est là, est la directrice du master de traduction littéraire, j'étais la seule à faire du grec. Et donc, voilà, j'ai côtoyé des gens et c'était super enrichissant parce que on m'apprenait des trucs sur des cultures dont j'avais vraiment aucune idée. Et donc, on discute de problèmes communs qui sont des problèmes de traduction. Et il y a des problèmes très, très communs dans des langues qui semblent n'avoir rien à voir parce qu'on a des problèmes de texte et de littérature. Mais finalement, oui, et puis il y a des choses à apprendre sur d'autres langues. Et après, on a élargi au-delà de l'INALCO parce qu'il y a des langues qui ne sont pas enseignées à l'INALCO qui sont arrivées à nous et qu'on ne pouvait pas refuser. Bel exemple d'hospitalité linguistique. Ce n'est pas ce mot qui a été employé précédemment, mais c'était pas loin quand André Markovitch parlait de langue d'accueil et de faire du français une langue qui puisse accueillir. Je me tourne vers toi, Anna. Donc, puisqu'on parlait d'une édition de textes périphériques qui ne sont pas au centre de l'attention, là, il s'agit avec la collection Contrebande d'une collection qui donne la parole à des traducteurs sur leurs pratiques. Et la première question qui me vient, c'est quel est le lectorat? Est-ce que tu le connais? Est-ce que ce sont des traducteurs? Est-ce que ce sont des gens qui fréquentent les lieux où l'on parle de traduction? Est-ce que c'est un public plus large? Est-ce que tu en as une idée ou pas? Alors ça, dans les montages du projet, c'était vraiment ce qui nous a beaucoup questionné et fait aussi peur, c'était ce truc de se dire dans quel rayon en librairie ils vont être ces livres. Parce que si on les met en sciences humaines, il n'y aura que les lecteurs de sciences humaines qui, éventuellement, en linguistique, vont peut-être s'intéresser à ces questions, c'est-à-dire qu'on va certainement, on ne comptait pas, si vous voulez, devenir riche avec cette collection, mais pas perdre trop d'argent non plus. On s'est dit là, on va perdre en fait plein d'argent et on va devoir l'arrêter. Donc, comment on présente en fait? Quelle est l'idée? À qui on s'adresse? Mais ça, on ne sait jamais à qui on s'adresse. Et quand on dit est-ce que c'est grand public, en tant qu'éditrice, je ne sais jamais qu'est-ce que c'est les grands publics en fait. Donc voilà. Et la question c'était ça en fait, comment on la présente pour que elle se retrouve pas en fait là, elle ne doit pas être et qu'elle puisse éventuellement circuler. Du coup, il y a eu tout un travail fait quand même avec certaines librairies. Et ce que moi, je trouve, j'ai été aussi libraire pendant pas mal d'années, et ce que je trouvais intéressant de faire avec certains livres, c'était de les déplacer. Je les changeais de rayon assez régulièrement, en fait. Des livres que, on aurait mis de façon assez, automatique, sans trop réfléchir en littérature, je sais pas, grecque ou russe, etc. Parfois, selon les sujets, je les changeais, en fait, de rayon. Et du coup, les gens, les personnes qui circulaient, qui venaient en librairie, pouvaient, en se dirigeant vers un rayon ou un autre, tomber sur un livre qu'ils n'auraient pas été chercher dans ce rayon-là, en fait, parce qu'à la base, ce n'était pas forcément des lectures des lecteurs de littérature russe ou grecque, etc.
Donc voilà, ça a quand même pas mal fonctionné, enfin, je trouve. Et je pense que ce qui a fonctionné et ce qui a permis que les livres, enfin, je pense que les publics premiers, c'est quand même, oui, des traducteurs, mais c'est quand même plus élargi que ça. En tout cas, sur les retours qu'on a, c'est vraiment, je pense, un public de gens qui lisent de la littérature étrangère, qui s'intéressent aux langues. C'est pas des textes de traductologie, ce n'était pas du tout ce qu'on cherchait en fait. C'est très intéressant de lire des textes de traductologues. Personnellement, j'arrive rarement à aller au bout de ce genre de textes parce qu'il y a tout un tas de concepts, en fait, de terminologies même qui m'échappent et c'est pas tellement ça qui m'intéresse en fait dans ce discours-là de catégoriser. C'était vraiment des expériences sensibles qui nous intéressaient. Et c'est vraiment des textes comme ça, c'est des textes qui sont des textes littéraires à la base, qui pour moi, si je devais choisir un rayon, ça serait plutôt dans les rayons de littérature, en fait, tout simplement. Alors, ça voudrait dire ranger Corinna Gepner en littérature allemande, Noémie Grunewald en littérature d'expression anglaise, ou comment? Plutôt, oui, plutôt. Ouais. Et quels sont les choix qui sont faits par les libraires qui le diffusent? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Je connais pas toutes les librairies de France. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de libraires on est diffusé par les belles lettres. Pour une maison d'édition, c'est très important aussi de bien choisir son diffuseur quand on en a un, quand on souhaite en avoir un. Nous, c'est les belles lettres. Je pense que c'est une maison aussi de distribution-diffusion dans laquelle, à l'intérieur de laquelle les catalogues de la Contralée ont une vraie place en fait. Et les représentants donc qui vont voir les libraires et qui présentent les livres aux libraires qui vont sortir, c'est important que les représentants comprennent en fait, saisissent vraiment bien quel est le projet, pourquoi l'intérêt de cette collection, qui est écrit, pourquoi. Et je pense que c'est grâce à eux en fait, parce que nous, enfin, on va rarement en tant qu'éditeur, enfin, quand on va en vacances, on rentre dans les librairies tout le temps, mais je veux dire, c'est pas notre métier d'aller convaincre les libraires, d'aller leur présenter nos textes. C'est les représentants qui font ça, en fait. C'est encore un autre métier. Enfin, voilà, c'est un autre boulot, quoi. Et je pense que les belles lettres ont fait ça assez bien. Et puis, il y a eu aussi, voilà, après ça, c'est les hasards, quoi. Je sais pas, pour Noémie Grunewald, j'ai pas pris les livres. Malheureusement, c'est celui que j'ai oublié. C'est pour ça que je fouille mon sac depuis tout à l'heure. Mais il est devant, donc vous pourrez le voir. Voilà, pour les derniers textes qui viennent de sortir. Donc, alors que ces deux-là ne sont pas, et je peux volontiers les présenter, les montrer. Donc, Corinna Gepner, Traduire ou perdre pied, le premier numéro de la collection, et Diane Meur, Entre les rives, Traduire, écrire dans le pluriel des langues. Pour les derniers textes, donc, qui est celui de Noémie Grunewald, c'est sur le bout de la langue, les sous-titres, c'est Traduire en féministe avec un slash et un S. Je pense qu'il y a en ce moment, en tout cas, même aussi à la Contralée, je pense qu'on peut dire qu'on ne travaille pas du tout sur un effet de mode, mais en tout cas, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'attention par rapport à ces problématiques de traduction, d'écriture féministe, de textes féministes. Et donc là, avec ce texte-là, on a quand même touché, sans l'avoir cherché particulièrement, en fait, dans notre façon de communiquer sur ces textes, un public, voilà, qui s'intéresse à ces questions-là et puis quand même, en tant que quand tu publies un livre, avoir quelques articles de presse ou des émissions radio, voilà, ça aide. Et ça a aidé pour Corinna Gepner, ça a aidé pour Noémie, aussi pour Diane Meur. Voilà, Et je suppose que la dernière sortie du ministre de l'Éducation nationale à propos du dictionnaire Le Robert qui a fait rentrer Yale dans son dictionnaire, qui fait une publicité formidable à tout ça, non? Oui, c'est vrai. C'est plutôt positif. Après, parce si on parle de ces derniers textes de Noémie Grunewald, en tant qu'éditrice et ayant un parcours totalement différent de celui de Noémie Grunewald, je n'ai pas du tout un parcours militant, je n'ai jamais édité des fanzines ou des brochures avec des textes sur des thématiques féministes. Ce qui est intéressant, c'est que dans son discours, en tout cas, par rapport justement à cette nouvelle grammaire, à cette nouvelle façon d'écrire, de traduire en français des concepts qui n'existent pas dans cette langue, donc comment on traduit certains mots, voilà. C'est justement qu'elle ne propose pas en fait une nouvelle grammaire ou quelque chose de rigide en fait. C'est juste comment
on expérimente aussi avec la langue. Le but, ce n'est pas du tout pour moi, et ni pour elle, je pense, sans vouloir parler à la place de Noémie, de recréer quelque chose de rigide, en fait, et dire, bah voilà, alors il faut forcément écrire Yel. Enfin, moi, je l'utilise si je veux, en fait. Je sais que je ne le fais pas systématiquement et je ne veux pas que, je veux pas de cette, comment dire, un autre système de règles et de normes. En fait, on essaie justement de sortir, je pense, de la norme. C'est ça qui est intéressant dans cette traduction, qui invente, mais pas de rien non plus, quoi, qui invente à partir d'une réflexion, en fait. Et du coup, c'est ce cheminement-là qui amène à telle proposition. C'est une proposition, en fait. Et d'ailleurs, elle n'insiste pas sur le pourquoi de ces choix, mais j'ai remarqué que certains choix étaient plus originaux que je n'avais pas rencontré ailleurs. Par exemple, le Yel, je n'ai pas lu Yel, mais EL juste. Voilà, une autre écriture inclusive. Apparemment, les choses sont encore très en mouvement, se cherchent. Il n'y a pas de volonté normative. Non, il n'y a pas de volonté normative. Et puis, c'est intéressant. Comment dire, moi, je crois tout à fait en ce que Noémie essaie de faire avec Noémie Grunewald et d'autres autrices comme elle essayent de faire en traduction, en traduisant de cette manière-là. Après, concrètement, je ne sais pas, l'anglais qui est une langue, on dit, beaucoup moins sexiste que le français parce que, voilà, il n'y a pas il, elle, tout ça, etc. N'empêche que, les machismes et le sexisme existent certainement aussi dans la culture, dans les sociétés anglo-saxonnes, et c'est pas parce que la langue elle est moins sexiste que la culture l'est forcément moins. Mais voilà, comme tentative, en tout cas, c'est quand même intéressant parce que les mots sont quand même importants et comme sortie de l'invisibilisation, en tout cas, reconnaître que ça existe et que il n'y a pas de neutre, en fait. En français, en tout cas, par contre, ça, c'est quelque chose que ça me fait toujours beaucoup rire quand on m'a dit « Ah, mais les masculins, c'est neutre. » C'est neutre. Non, c'est pas un neutre, en fait, c'est un masculin, quoi. Moi, je veux bien qu'on me dise « On utilise les masculins pour tout le monde, mais il faut les dire, quoi. » On ne peut pas dire que c'est un neutre parce que le neutre en français, pas que je sache, n'existe pas, en fait. Donc, après, voilà. Après, je me suis interrogé quand même sur… c'est donc un texte militant et il y a… un projet de traduire, c'est exprimé dans le début du livre, des textes féministes, mais aussi des textes lesbiens et trans. Et je me demande ce que c'est. Je ne sais pas. Après, là, on rentre peut-être trop dans le détail du volume lui-même, mais en tout cas, c'est un texte qui s'affirme comme un projet politique. Oui. Noémie Grunewald vient de ce monde, elle n'a pas du tout de formation en traduction. Elle vient d'un monde donc, qui est un monde, celui des militantes féministes et surtout du monde lesbien en fait, et trans et LGBT. Donc les textes qu'elle essayait, qu'elle ne trouvait pas en fait dans la culture française, elle allait les chercher à un moment, c'était des textes de langue anglaise en fait. C'est pour ça qu'elle s'est mise à traduire en fait, parce que et qu'elle a pris l'anglais pour essayer de partager en français ces textes-là qui n'existent pas en fait, qui sont des textes importants pour ces communautés-là qui n'existaient pas en français. Donc sa vocation de traductrice, elle est née comme ça. Et donc elle a fait ça, elle a édité des fanzines, des brochures, de façon un peu dans ces cercles-là en fait, dans ces communautés-là. Et puis elle a commencé à traduire pour Cambourakis, donc pour la collection Sorcière, que vous connaissez peut-être, elle a traduit Bellux, elle a retraduit Giulia Serrano, elle traduit Dorothy Ellison. Et elle a commencé à se professionnaliser, en fait. Et à côté de ça, et donc elle traduit toujours ces textes féministes. Et comme elle dit, je traduis des textes féministes. Quand on parle de traduction féministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire traduire des textes féministes, mais ça peut aussi vouloir dire traduire des textes en féministe, c'est-à-dire en essayant d'adopter des stratégies de traduction qui n'invisibilisent pas les féminins, en fait, dans les textes, dans ce qu'ils racontent, les textes. Et à côté de ça, elle a créé une maison d'édition qui s'appelle Hystérique et Associés. Et dans cette maison d'édition, qui est un projet aussi collectif et bénévole, parce qu'il n'y a personne qui se paye là-dessus, elle a publié justement les premiers textes. C'est un texte fondateur de la communauté trans aux États-Unis. Ça s'appelle Stone Beach Blues. Et c'est quelque chose qui pour elle fait sens, ça lui tient à cœur. C'est des textes qui, en fait, moi, au début, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Je me suis dit, ah oui, ça va être des choses très de niche, en fait. Et peut-être qu'elles le sont, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une niche qui est assez étendue et ça touche énormément de gens, quoi. Et donc, en tant que personne,
je me suis dit, en fait, mon point de vue était aussi complètement biaisé parce que tu fréquentes finalement, enfin, moi en tout cas, des gens qui te rassemblent un petit peu. Et du coup, tout ce qui sort de ta sphère, en fait, habituelle, de ce que tu vois, de ton regard, tu as l'impression que c'est périphérique. Et en fait, c'est périphérique pour toi, mais enfin, elle est où, en fait, cette périphérie? Qu'est-ce que c'est? Moi, je crois très peu à cette notion de périphérie. C'est un mot qui me pose toujours un peu problème, en fait, parce que du coup, ça veut dire quoi? Que moi, je suis au centre, mais au centre de quoi? Je ne suis pas sûre, quoi. C'est un mot qui est très utilisé sur les questions postcoloniales. Et d'ailleurs, cette réflexion sur la place centrale ou périphérique est dans le livre par rapport à la question de l'anglais. Et j'en reviens donc à la question des langues dites périphériques, peut-être par certains, en tout cas qui ont été intitulées ici langues rares et qui ont été intitulées langue minorée dans la revue et langue minorisée par Noémie Grunewald. Elle dit minorisée, Noémie? Elle dit minorisée dans l'ouvrage. Je te crois parce que je n'ai pas le texte sous les yeux. Voilà. Je peux pas vérifier. Langues rares parce qu'elles sont rarement enseignées, ça oui, on peut le dire. Langue minorée, ça suppose, c'est déjà une forme passive qui dit qu'il y a quelqu'un qui les minore. Et ça, c'est intéressant. Alors, par exemple, dans les langues qui sont présentées dans la revue Café, pour le cas du tamoul, effectivement, le tamoul, dans la Fédération indienne, est une langue minorée. Les deux langues officielles de l'Inde sont l'anglais et le hindi. Le hindi étant tout de même la langue naturelle de tout le nord de l'Inde. Donc, c'est un petit peu abusif. Et le sud se retrouve beaucoup mieux dans l'anglais, sachant qu'en fait, dans le sud de l'Inde, on parle au minimum 5 langues et les gens ont facilement 2 ou 3 langues plus l'anglais. Et donc, finalement, toutes les langues sont un peu minorées dans le sud. Le tamoul, c'est combien de locuteurs? C'est à peu près entre 80 et 100 millions. C'est un peu difficile à évaluer, mais c'est quand même une belle population. Voilà. À peu près autant que le malayalam, alors, et d'autres langues du sud de l'Inde qui sont… Alors, le malayalam, c'est un petit peu particulier parce que c'est un État où la démographie n'est pas du tout galopante, mais négative. Ah. Et c'est à mettre en corrélation avec le taux d'alphabétisation des hommes et des femmes, qui est de 100%, et le taux de natalité qui est proche de 0%. C'est à peu près l'inverse des États du Nord, par exemple, où l'alphabétisation est très faible et la natalité est très élevée. On parlait d'enseignement. Le tamoul est enseigné effectivement à l'INALCO, mais tout comme des quantités d'autres langues qui sont enseignées à l'INALCO, il en sort très peu de traducteurs. Et alors, pour les jeunes, je tiens à vous dire que la traduction, c'est vraiment un domaine où il y a énormément d'autodidactes et des gens qui sont souvent à leur 2e vie ou 3e vie et qui vont pouvoir s'y révéler. Je voudrais faire part juste d'une… Ah, pardon. Oui, une question? Oui, il y a une question en ligne, effectivement, d'Alexia Valambois, donc traductrice. En ce qui concerne la promotion, quels sont les canaux, les médias qui vous accueillent et vous aident à faire connaître la revue, la collection? Alors, pour l'instant, on a fait le choix de s'autodiffuser et c'est un choix qui est à la fois parce que au début, ça commençait parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autrement. Ensuite, c'était hyper intéressant d'être quasiment sur toute la chaîne du livre, hormis la librairie. Et puis, maintenant qu'on a des gens un peu partout, bon, moi j'habite à Lille, Faustine habite à côté de Bordeaux, on a pas mal de monde en Bretagne, des gens en région parisienne, à Strasbourg, à Marseille, bref, ça permet donc de s'appuyer sur les traducteurs et traductrices membres de la revue pour faire de la diffusion en librairie. Et on essaye de faire des événements divers, c'est-à-dire à la fois de plus institutionnels comme maintenant, où on a fait le lancement du numéro 3 qu'on a fait à Lille, c'était dans un bar avec un concert, et ça apporte aussi un public, un public plus curieux, et il y a moins cette barrière de la culture avec un grand C. Là, on est en train d'essayer de préparer un petit tour dans des zones plus rurales pour la fin de l'hiver et pour aller faire
des événements, alors dont on ne connaît pas encore bien la teneur, mais de présentations ou des ateliers, que ce soit dans une librairie de village ou dans la salle de fête du village, ou voilà, d'essayer de changer de public. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si je suis partie dans mes... Si, la question portait sur les canaux de diffusion, et c'était bien ça, oui. Ouais. Peut-être Anna? Pour la collection, il y a les librairies, effectivement, et donc le travail fait par les belles lettres, les distributeurs. Après, il y a les lieux, comme aujourd'hui, en fait, les festivals, VOBF, les assises de la traduction, tous ces lieux, en fait, où on peut présenter la collection, où on peut faire venir aussi les autrices. Là, pour l'instant, il n'y a que des filles, du coup, on peut dire autrices. Voilà, tous ces lieux où on peut faire, où les livres peuvent circuler, en fait, où il y a un écho possible. Après, à la Contralée, on a, comment dire, c'est pas, on n'est pas une grosse maison, on n'a pas de service communication qui irait harceler les journalistes. Voilà, donc parfois on a la France Culture, on a des médias, des journaux, de la presse, de la radio, à très grande diffusion qui touche un plus large public. Et dans ce cas-là, c'est super, ça aide, quoi. Après, c'est surtout, nous en tout cas, ça aide, mais c'est pas que ça, en fait. C'est surtout les bouche à bouche, c'est vraiment les conseils, les gens qui en parlent, le lecteur. Mais pardon, les bouche-oreilles. Qu'est-ce que j'ai dit? Les bouche à bouche. C'est en cas de détresse respiratoire. C'est sympa, ça. Après naufrage, c'est ça. C'est vraiment les gens qui en parlent entre eux, et les libraires qui aident. Voilà. La presse, ça aide, mais je trouve pas, que ça fasse vraiment, en tout cas, quand on observe vraiment les ventes, et qu'il y a eu, on sait que, je sais pas, 2 jours avant, il y a eu un très gros article, etc., et qu'on observe les ventes après, c'est rarement très important. Ça fait rarement bouger vraiment les lignes d'une façon incroyable, quoi. Voilà. On a publié un titre il y a quelques années qui est un des best-sellers de la maison. Aujourd'hui, c'est un petit texte traduit du tchèque, écrit par Jana Černá. Ça s'appelle Pas dans le cul aujourd'hui. Et il y a un libraire à La Rochelle. Pardon? Pas dans le cul aujourd'hui. Pas dans le cul aujourd'hui. Non, mais il faut bien articuler parce qu'on n'a pas bien entendu. D'accord. C'est un petit livre, je ne l'ai pas là parce que voilà, je viens de loin, je ne pouvais pas porter tout le livre de la Contralée. Il y a un libraire à La Rochelle qui en a vendu 700. C'est énorme en fait. Et à un moment où il y avait eu, justement à cause du titre aussi, très peu de presse, en fait. Ça ne circulait pas. Les libraires, justement, certains libraires disaient « Ah ben non, on ne va pas le mettre sur les tables parce que les titres sont vulgaires. Après, s'il y a les enfants qui les lisent. » Bref, il y avait tout un truc hyper, je ne sais pas, honteux, quoi, par rapport au titre. Et puis voilà, il y a ce libraire, par exemple, qui a vendu quasiment un tirage, en fait. Nous, on tire, à lui tout seul, quoi. C'est incroyable. Et donc, c'est comme ça que ça marche, en fait. En vrai. Alors, pardon, il y a une question là-haut. Bonjour. Et puis après, Véronique. J'aurais une question, moi, pour la revue Café. Vous avez mentionné que vous êtes rendu compte que vous avez surtout traduit des auteurs plus que des autrices. Est-ce que, du coup, vous auriez, dans le but, justement, d'une littérature féministe, comme on a pu voir avec La Contrebande, prévu de faire un numéro, en fait, qui soit féministe, c'est-à-dire que des autrices et éventuellement que des traductrices aussi dessus, pour justement faire quelque chose sur la traduction féministe? Non, je ne pense pas qu'on aura un projet comme ça, mais Café s'étoffe et on programme des hors-séries. Et là, absolument, il pourrait y avoir. Et on a un projet avec une maison d'édition belge qui s'appelle Les Trois Têtes. Ils ne sont pas belges. Ils sont pas belges. Pardon. Enfin, ce sont des illustratrices qui cherchaient. C'est un copinage, en fait. Vous êtes rencontrés à un salon. C'est pas moi qui les ai rencontrés, mais voilà, une des membres de Café les a rencontrés sur une demande de subvention commune. Voilà. Et puis c'est une histoire d'amour qui s'est tissée, et on est en train de préparer 3 albums qui sont plutôt des livres d'artistes avec un texte issu d'une langue minorée et une carte blanche totale à l'illustration. Et là, ce sera un projet très féminin. On a quand même aussi le désir d'avoir beaucoup plus d'autrices dans le prochain numéro. Et quant à avoir des traductrices, en traduction, ce n'est pas un problème d'avoir des traductrices. Mais si je peux compléter, c'est là où on s'est rendu compte qu'on était quasiment que des femmes dans cette association, dans cette revue à traduire.
et qu'on publie que des hommes. Et donc, j'ai fait le compte sur 38 textes publiés sur 3 numéros. On a publié 5 femmes, 5 textes écrits par des femmes, donc c'est quand même pas énorme. Mais on a mis un peu de temps à s'en rendre compte parce que sur le premier numéro, il y en avait 3. Après, il n'y en avait plus qu'un et après, plus qu'un. Et donc, il y a eu l'idée qui s'est posée de, sur des numéros un peu hors série, est-ce qu'on ferait un numéro sur les écritures féminines, et ça fait beaucoup débat sur est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que c'est mettre en valeur, est-ce que c'est voilà. Par contre, là où on est tous et toutes tombés d'accord, c'est de porter plus d'attention sur le choix de nos textes, à essayer d'aller un peu dénicher des autrices au lieu de prendre le premier venu. C'est vrai qu'en étant sur des langues minorées, on peut être sur des cultures très traditionnelles où justement il y aura peu d'autrices. D'autres questions? Oui, Véronique. Le micro. C'était juste pour apporter une information en réponse à la question de dans les librairies, où est-ce qu'on met cette collection. Là, ça marche? Non. Ouais. Par exemple, chez Mola, qui est la grande librairie du coin et qui est la plus grande librairie de France, les livres, si mes souvenirs sont bons, étaient dans le rayon critique littéraire. Et il y a même maintenant, depuis quelques années chez Mola, un rayon dédié à la traductologie. Enfin, c'est pas un grand rayon, hein, je veux dire, c'est pas 25 les rayons critiques littéraires, ça me fait très peur à chaque fois. Parce mais effectivement, en même temps, moi, je suis traductrice, c'est un rayon où je vais quand même fureter régulièrement aussi. Voilà, donc, mais peut-être qu'ils l'ont mis à d'autres moments. Enfin, moi, je l'ai vu là à un moment donné. Et peut-être qu'il est passé en littérature française, c'est possible. Dans la librairie où je travaillais, on avait créé justement un rayon dédié à la traduction. Et je trouvais que c'était bien et ça tirait. Enfin, on a essayé et ça a pas mal marché en fait. Parce qu'effectivement, les gens qui venaient, pourtant, c'était une librairie spécialisée en sciences humaines. C'était plutôt des lecteurs de philo, d'histoire, voilà, pas spécialement de linguistique. Ouais. En fait, ça a plutôt pas mal marché. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer des choses, en fait. Après, je ne les mettrais pas, enfin, d'emblée, je ne les aurais pas mis dans les rayons critiques littéraires parce que là, pour le coup, enfin, c'est un rayon où il n'y a pas grand monde qui va quand même, quoi. Enfin... C'est parce qu'en fait, le rayon traductologie, il était associé à la critique littéraire. C'est une espèce d'extension, c'est pour ça. Parce qu'enfin, ça, il faut faire attention. Moi, c'est des rayons que je fréquente, mais justement, enfin, à pas se prendre de soi-même, à confondre soi-même ses goûts avec ceux des gens, quoi. Une question là-bas. Merci beaucoup déjà. J'ai une petite question un peu plus pragmatique peut-être. Comment vous avez décidé du prix de la revue? Oui. Parce que j'imagine qu'il y a un prix dessus. Il y a un prix, elle coûte 12 €, c'est vraiment pas cher. Hein. Donc si vous voulez l'acheter, non. Et en vrai, ça a été décidé au tout début, quand vraiment, comme je racontais, on allait dans un truc, on savait pas vraiment vers quoi. Et donc il y a eu, bon, on a regardé les ouvrages similaires. Combien ça coûte à peu près. En général, ça coûte un peu plus cher que ce que nous on fait. Et l'idée, qui était peut-être un peu chimérique, en tout cas pour certaines personnes, c'était d'avoir un prix accessible pour que ça soit accessible à une majorité de gens. Il y en a d'autres qui ont dit non mais regarde, on est étudiants, les étudiants ils achètent pas un truc à 12 €, ils achètent des livres de poche, il faudrait qu'on la fasse à 7 €. Alors il y a un moment c'est pas possible non plus quoi. Et puis il y a la question de se dire bah si tu fais tu vends une revue à 7 €, une revue donc le premier numéro faisait plutôt une centaine de pages, là il fait 200 pages. C'est aussi dévalorisant. Enfin bon, donc ça posait toutes ces questions-là et donc on a essayé de trouver un peu un entre-deux qui était un prix abordable mais pas ridicule et qui nous permette de rentrer à peu près dans nos frais. Mais ça, c'était quand on faisait des numéros à 100, 150 pages. Maintenant, le dernier numéro est quand même beaucoup plus gros. On a décidé de garder le même prix parce que notamment, il y a des gens qui sont abonnés. Enfin, ça aurait été un peu bizarre de changer le prix en cours de route, mais on commence à se poser la question d'un numéro qui nous coûte plus cher à envoyer et qui nous coûte plus cher à imprimer. Est-ce qu'on peut continuer à garder le même prix? Bon, voilà. Moi, je pense que oui, mais on n'est pas tous d'accord. Est-ce qu'il y a encore une question?
bon, si elle ne vient pas, je veux bien donner mon sentiment. Ça fait donc 2 fois que j'entends parler de cette revue, une fois à Arles, une fois ici. Et je trouve que l'initiative est vraiment formidable. Je voudrais le dire, parce que dans le poste d'observation qui est le mien autour des questions de la traduction littéraire, je vois plusieurs évolutions. Je vois que on a souvent des débats autour de la traduction automatique et de la post-édition. C'est un domaine qui est en train de, contrairement à toutes les prédictions, qui va sans doute avoir des conséquences sur le métier de traducteur littéraire dans 10 ans, si ce n'est plus tôt, et que il va sans doute aussi polariser l'exercice de ce métier entre ceux qui travailleront dans ce que nous décrivons aujourd'hui comme des marges, mais qui sont des traducteurs apporteurs, comme les appellent les gens de la TLF, c'est-à-dire des gens qui vont aller chercher des textes, qui deviennent en quelque sorte des scouts littéraires, qui sont au contact des éditeurs en étant force de proposition, et puis une autre partie de l'édition qui fonctionne d'une autre façon et qui, comme à chaque avancée technologique, il y a des gains de productivité et qui ne tombent jamais dans la poche des traducteurs, voilà, qui vont sans doute se servir de ces nouveaux outils, à la fois de traduction assistée par ordinateur, de post-édition, etc., et qui vont donc imposer sans doute des changements de modalité de travail, de rythme, etc. Donc, je trouve tout à fait salutaire que des traducteurs passionnés par ce qu'ils font se nourrissent, travaillent collectivement et préservent ainsi un espace de création littéraire. Je trouve que voilà, c'est une initiative à saluer, et de même que je salue l'initiative de donner la parole aux traducteurs. C'est toujours la même chose, réputés être des travailleurs de l'ombre qui, dans leur coin, se contentent de la position dite ancillaire, de la position d'être une plume cachée sous la plume de l'auteur, et de leur donner la parole dans cette collection, la contrebande. Je trouve que c'est vraiment une initiative qui méritait d'être saluée. Donc, merci beaucoup à Cécile Quintin de vous avoir invité toutes les trois. Longue vie à ces 2 initiatives. Et puis, on se retrouve cet après-midi.